Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans cette première vidéo d'un nouveau format qu'on est en train de lancer avec Alira, qui est un format d'analyse où l'idée est régulièrement, toutes les 2 semaines, de vous délivrer une vidéo d'analyse sur une des problématiques d'actualité blockchain du moment. Du coup, j'aurai le plaisir de commencer cette première vidéo en vous parlant d'un sujet brûlant en ce moment, à savoir Polkadot. Polkadot et de manière plus générale les blockchains dont l'objectif est de permettre à différentes technologies de communiquer entre elles. Et c'est la raison pour laquelle cette vidéo s'appelle une blockchain pour les gouverner toutes. Une des problématiques majeures de l'univers crypto, c'est que quand vous avez une application qui est basée sur une blockchain X ou Y, elle ne peut communiquer qu'à l'intérieur de cette blockchain. Et du coup, elle est incapable d'envoyer ou de recevoir des informations de manière fluide et en première approximation avec d'autres blockchains. C'est un peu comme si vous aviez une adresse Gmail qui ne pouvait envoyer que des emails à d'autres adresses Gmail, ce qui est quand même pas très pratique, vous en conviendrez. Et du coup, c'est vraiment ce besoin de communication entre différentes blockchains qui ont fait naître toute une série de projets, dont Polkadot est l'un des exemples, et qui permet de mettre en place une espèce de blockchain des blockchains, un peu comme Internet a été le réseau des réseaux. Polkadot est le projet qui est vraiment considéré comme la référence dans l'accomplissement de cet objectif. Il est classé aujourd'hui, alors si on parle de market cap, il est classé 8e aujourd'hui mi-octobre sur les projets les plus capitalisés, mais au-delà de sa capitalisation, on va pouvoir regarder ses caractéristiques techniques et comprendre techniquement comment ça fonctionne. À première vue, on pourrait d'ailleurs supposer que Polkadot, c'est le seul et l'unique projet qui permet l'interopérabilité des blockchains. En réalité, il y a 2 autres projets qui ont les mêmes ambitions, Cosmos avec le jeton Atom et Avalanche, le jeton Avax. Ces projets, ils sont moins capitalisés aujourd'hui que Polkadot, mais ils ambitionnent également de devenir des références dans l'objectif qu'ils se donnent d'atteindre, à savoir devenir une blockchain de blockchain. Dans cette mêlée générale entre les 3 projets, chaque projet dispose de ses propres forces et de ses faiblesses et joue des coudes pour savoir quelle va être la blockchain qui va être celle qui les gouvernera toutes. Du coup, on va commencer par la blockchain qui est probablement la plus en vue sur cette thématique-là, à savoir Polkadot. Polkadot a été fondé par Gavin Wood, qui est docteur en informatique et un des cofondateurs d'Ethereum et directeur technique d'Ethereum de 2013 à 2016. Gavin Wood, c'est également l'inventeur de Solidity, qui est le langage de programmation sur lequel les smart contracts d'Ethereum sont codés aujourd'hui. En 2016, il fonde Parity Technologies pour permettre aux entreprises de développer des cas d'usage sur Ethereum, notamment en constatant les limitations techniques de la blockchain Ethereum. Gavin Wood cherche à améliorer l'infrastructure et l'interopérabilité dans le monde de la blockchain en général. Donc c'est pour ça qu'en fait il va s'associer notamment avec Parity pour fonder la Web3 Foundation en 2017, dont le principal projet actuellement est Polkadot. Alors comment Polkadot assure l'interopérabilité des différentes blockchains? Depuis le lancement du réseau Polkadot, qui a du coup eu lieu le 26 mai 2020, la Relay Chain est opérationnelle. La Relay Chain, c'est le cœur du réseau et elle est responsable de la sécurité du réseau, de la validation des transactions et de l'interopérabilité. En effet, tous les validateurs de Polkadot sont positionnés sur la Relay Chain et le modèle de consensus sur lequel c'est basé, c'est le Nominative Proof of Stake, c'est-à-dire que des acteurs vont déléguer une preuve d'enjeu, notamment sous la forme de DOT, à des validateurs qui ensuite ont pour mission de valider les différents blocs sur Polkadot. Dans ce modèle de consensus, le réseau Polkadot dispose aujourd'hui de 4 types d'acteurs différents pour communiquer avec la Relay Chain. Et en fait, on est vraiment sur un modèle qui est inspiré de la théorie des jeux où on va construire 4 acteurs différents avec 4 incitatifs économiques différents pour s'assurer que le projet fonctionne correctement et que la blockchain est sincère et valide les transactions correctement et valide les blocs correctement. Le premier de ces différents acteurs, c'est les validateurs. Donc eux, ils valident et ils sécurisent les données qui sont situées sur les parachains. Parachains, c'est en quelque sorte des blockchains qui sont situées autour de la Relay Chain et qui vivent leur vie de parachain de manière hétérogène. Le mot hétérogène est très présent dans le white paper de Polkadot. Et ensuite, quand elles doivent envoyer des transactions soit sur la Relay Chain, soit sur une autre parachain, là, elles vont envoyer du coup une transaction qui va passer à travers la Relay Chain et c'est à ce moment-là que les validateurs vont du coup valider ces transactions et par ailleurs, ils valident l'ensemble des blocs de la transaction, l'ensemble des blocs de la parachain à mesure que la parachain produit des blocs. On a parmi ces 4 acteurs, un des acteurs qui, traduit en français, donnerait les nominateurs et qui du coup sélectionne des validateurs qui sont dignes de confiance. Donc notamment en leur déléguant des dots
et en permettant à ces validateurs de valider les blocs et les transactions. On a troisième type d'acteurs, les collecteurs en anglais, qui vont stocker et enregistrer des versions complètes de chaque parachain et qui fournissent ces données-là aux validateurs. Et finalement, dernier acteur qui est assez original et rigolo dans l'écosystème de Polkadot, les fishermen, les pêcheurs en français. Donc eux, ils surveillent et monitorent le réseau et ils s'assurent que les validateurs n'ont pas de comportement malveillant, que ce soit de manière intentionnelle ou pas, et ils sont récompensés quand ils détectent des comportements malveillants ou malhonnêtes de la part des validateurs. On peut notamment penser au fait pour des validateurs de ratifier, par exemple, un fork, de valider en même temps 2 blocs qui seraient contradictoires, et du coup de ratifier un fork qui serait contradictoire pour permettre, par exemple, une double dépense. Ça, c'est un comportement qui peut être détecté par les fishermen, par les pêcheurs, et qui du coup sera sanctionné au niveau de l'enjeu qui est déposé, donc au niveau des dots qui sont déposés par le validateur dans le protocole. Donc pour résumer, c'est dans la relay chain que se passent tous les échanges de données de tout l'écosystème Polkadot. Et tout l'écosystème Polkadot va se construire autour de cette relay chain. Et du coup, on a plusieurs choses qui vont se construire au sein de Polkadot. La plus importante et la première, c'est du coup les parachains, qui sont des blockchains qui sont reliés au réseau de Polkadot, mais qui, comme on l'a dit tout à l'heure, disposent de leurs propres règles. Ils peuvent avoir un fonctionnement qui est hétérogène. En parallèle, le réseau va fournir un kit de développement qui est nommé le Parachain Development Kit pour permettre à n'importe quel développeur de créer sa propre blockchain compatible avec Polkadot. Donc l'idée, c'est d'aider considérablement les développeurs à fournir une blockchain par eux-mêmes. En fait. Vous avez ensuite les Parasthreads qui reposent sur un peu le même principe que les Parachains, mais dont le but est de permettre de déployer un projet rapidement, notamment en attendant d'obtenir une Parachain. Et donc le modèle de facturation est un peu différent sur les Parasthreads. Je rentre pas tout à fait dans le détail, mais vous avez du côté des Parachains des allocations d'emplacement qui sont prévues par des mécanismes d'enchères et des Parasthreads plutôt un modèle pay as you go où les projets paient à mesure qu'ils utilisent l'infrastructure. Vous avez au niveau des infrastructures techniques de Polkadot les bridges. Donc les bridges vont permettre de faire un intermédiaire entre la relay chain de Polkadot et des réseaux qui sont déjà existants. On pense notamment évidemment au mainnet d'Ethereum. On pense aussi éventuellement à Bitcoin, même si c'est pas tout à fait clair encore si ce sera possible ou pas. Et ça permettra du coup d'interagir avec ces réseaux et d'assurer une forme de communication entre toutes les blockchains. Alors au niveau des projets qui sont actuellement construits sur Polkadot, ils vont pouvoir utiliser du coup des bridges pour faire migrer des tokens ou des projets qui sont compatibles avec le réseau. Un des exemples qu'on peut donner à ça, c'est Moonbeam qui du coup propose de mettre à disposition des développeurs et des utilisateurs une EVM, donc une machine virtuelle Ethereum. Et ce projet, qui a déjà été déployé d'ailleurs sur Kusama, qui est le réseau cousin de Polkadot sur l'appellation Moonriver, ce projet, Moonbeam, va permettre aux développeurs et à l'écosystème d'Ethereum de redéployer ces projets et de redéployer ces smart contracts directement pour avoir un accès du coup direct à la relay chain et à l'ensemble de l'écosystème Polkadot. Pour développer les différentes parachains du réseau, on utilise Substrate, qui est un kit de développement open source qui est propre à Polkadot et qui va permettre à n'importe quel développeur de créer sa propre blockchain. Substrate a été créé par Gavin Wood, dont on parlait tout à l'heure, pour faciliter le travail des développeurs dans le développement de leur réseau. C'est-à-dire que les développeurs peuvent se concentrer exclusivement sur leur projet au lieu de perdre du temps et de l'énergie à vérifier que la blockchain sera apte à supporter leur projet. Un des paris sur le long terme qui est fait par Polkadot et par Gavin Wood, c'est que Substrate devienne le langage de référence pour le développement des blockchains, un peu comme Solidity s'est imposé comme le langage de référence pour le développement des smart contracts. Alors, si je vous parle de Polkadot, il faut aussi que je vous parle un petit peu de Kusama. Kusama, c'est un réseau qui reprend la même architecture de Polkadot avec 2 différences majeures. La première, c'est que la gouvernance et de manière générale, le réseau fonctionne 4 fois plus vite avec des durées de vote et d'application des votes qui sont plus courtes que sur Polkadot. Et donc l'idée, c'est d'utiliser Kusama comme un endroit d'expérimentation et quelque part de test pour Polkadot. Les barrières à l'entrée sont plus accessibles que sur Polkadot, et Polkadot, l'idée, c'est que ça devienne un réseau avec un niveau de sécurité équivalent à un niveau de sécurité bancaire. Du coup, on pourrait penser que Kusama, c'est un peu comme une version de test de Polkadot, un peu comme on a des blockchains de test sur Ethereum, voilà. Sauf qu'en vérité, c'est pas tout à fait le cas, parce que sur Kusama, vous avez finalement vos propres projets, vos propres tokens, et ces tokens, ils ont une valeur économique, contrairement à d'autres blockchains de test sur lesquels il n'y a pas de valeur économique. Kusama, vous avez de la valeur économique, et du coup,
c'est un test en production en quelque sorte. D'ailleurs, vous avez parfois l'appellation Canary Network qui revient. Et vous savez, les canaries, c'est ces petits oiseaux qu'on mettait dans les mines pour détecter les poches de méthane avant que les mines explosent. Et du coup, l'idée c'est quoi? C'est que quand le canari meurt, il faut que les mineurs quittent la mine très vite parce que ça veut dire que la mine est sur le point d'exploser. Et donc, Kusama, c'est la même philosophie. C'est si on a un problème sur le réseau, on va le voir en premier sur Kusama parce que c'est un réseau qui est plus rapide. Et ça permettra du coup d'intervenir plus facilement et plus rapidement sur Polkadot, qui est du coup le réseau qui est perçu et qui est conçu pour être plus sécurisé. Et donc on voit bien que à terme, Kusama et Polkadot vont vivre séparément et développer chacun leur propre écosystème. Quand je vous parle de Polkadot, il faut également que je vous parle évidemment du grand sujet chaud du moment, à savoir les crowdloans. Les crowdloans, c'est quoi? C'est un mécanisme par lequel les parachains vont pouvoir réserver un emplacement sur la blockchain principale, donc Polkadot ou Kusama. Sur Kusama, on a déjà eu les crowdloans qui ont eu lieu, et sur Polkadot, ils sont à venir, ils ont été annoncés, ils auront d'ailleurs lieu pour le premier d'entre eux le 11 novembre. Le principe est assez simple, c'est que les projets qui veulent accéder à Polkadot doivent mobiliser un certain nombre de DOT ou de KSN dans le cas de Kusama, et les bloquer pour finalement assurer une forme de location au projet et garantir l'accès des parachains à la relay chain. De cette manière, les projets vont obtenir un emplacement et pour inciter des gens qui détiennent du DOT à leur confier leur DOT pour pouvoir accéder à Polkadot, ce qu'ils vont faire, c'est que du coup, ils vont en général les récompenser, notamment en utilisant le token natif de leur projet. Donc, par exemple, si on reste sur Moonbeam, vous allez avoir du Glimmer qui va récompenser le fait que vous avez prêté vos DOT au réseau pour qu'ils puissent obtenir une parachain. Ça, c'est une fonctionnalité qui est déjà déployée aujourd'hui sur Kusama, qui a une dizaine de parachains actives et environ 10% de la totalité des KSN qui sont déjà bloqués dans ce mécanisme-là. Donc, on l'a dit tout à l'heure, le lancement des crowdloans sur Polkadot, c'est le 11 novembre. Et vous avez du coup un nouvel emplacement de parachain qui sera mis aux enchères toutes les semaines. Et donc parmi les projets qui sont très attendus, on peut citer Akala, qui est un écosystème qui qui permet la finance décentralisée sur Polkadot. Moonbeam, dont on a un peu parlé, Moonbeam qui permet d'offrir une machine virtuelle Ethereum branchée directement sur Polkadot. Ces emplacements de parachain, ils sont délibérément rares et le but, c'est du coup de faire en sorte que les projets organisent une compétition entre eux pour que seulement les projets les plus pertinents, les plus viables puissent avoir accès à ces emplacements pour éviter que le réseau se retrouve complètement surchargé. Donc vous l'avez compris, une nouvelle parachain va être choisie tous les 7 jours et on a du coup un mécanisme d'enchère qui fonctionne avec un mécanisme qui est honnêtement vraiment assez original, qui est un vieux mécanisme d'enchère, et là encore on est à fond dans la théorie des jeux et dans les mécanismes d'incitatif. C'est un mécanisme d'enchère qui s'appelle à la chandelle. Alors qu'est-ce que c'est que le mécanisme d'enchère à la chandelle? C'est un mécanisme où là, dans le cas de Polkadot, vous avez l'enchère qui dure 7 jours, mais qui, entre le 3e et le 7e jour, peut prendre fin à n'importe quel moment. Et on ne sait pas le moment où l'enchère prendra fin. Donc, pendant les 2 premiers jours, vous pouvez faire vos enchères et vous savez que votre enchère sera prise en compte. À partir du 3e jour et jusqu'au 7e jour, l'enchère finit n'importe quand et on ne sait pas le moment où elle finira. Ça permet quoi? Ça permet d'éviter que, par exemple, juste à la milliseconde ou sur le dernier bloc de gestion de l'enchère, puisqu'on est sur une blockchain, donc la notion de bloc a plus de sens que la notion de milliseconde, et donc sur le dernier bloc, vous ayez un acteur qui, place son enchère la plus haute et qui du coup emporte. Là, en fait, comme on n'a pas de date de fin précise, ça permet ce qu'on appelle un mécanisme de découverte du prix, qui est plus robuste et qui va permettre à chacun des acteurs de vraiment dire pour moi, avoir un emplacement de parachain, ça vaut tant, et du coup, je suis prêt à mettre tant pour l'obtenir. Et du coup, ça fait partie des mécanismes d'enchère qui sont connus et utilisés pour être pro-honnêteté dans le dévoilement de l'intention de payer, de la capacité à payer des différents acteurs qui souhaitent accéder au réseau Polkadot. Donc, à la fin de l'intervalle de 7 jours, le réseau, et ça c'est assez marrant aussi, c'est assez fou à comprendre, en fait, c'est que c'est fait rétroactivement. C'est-à-dire qu'à la fin de la période de 7 jours, on va savoir le moment où l'enchère s'est terminée. Et du coup, c'est pas forcément l'acteur qui était en tête le 7e jour qui va emporter l'emplacement, c'est potentiellement un acteur qui était en tête le 4e jour ou celui qui était en tête le 6e jour. Et ça, ce sera déterminé rétroactivement. Le réseau va tirer de manière aléatoire un moment sur la période
entre le 3e et le 7e jour pour déterminer le moment de la fin de l'enchère. Donc vous l'avez compris, c'est un système qui va permettre d'éviter d'avoir des pics soudains au niveau des enchères et qui va maintenir le plus possible une compétition saine et équitable entre les différents projets. Alors, pour vous parler un peu des différents projets dont on parle beaucoup en ce moment, je vais en présenter 3. Le premier, c'est Akala. Donc Akala, c'est une plateforme d'application dont l'objectif est de créer un écosystème qui regroupe tous les services proposés par la finance décentralisée, donc l'échange, le prêt, l'emprunt, l'épargne en crypto-monnaie, le tout sans intermédiaire. L'équivalent de Akala sur Kusama s'appelle Karura avec le token KAR et du coup c'est les tokens AK et Kara qui vont être utilisés pour la gouvernance du projet et pour payer les frais de transaction. Autre projet dont on a beaucoup parlé, Moonbeam et Moonriver, l'équivalent sur Kusama. Donc Moonbeam, c'est une parachain qui va permettre, je l'ai dit, le déploiement de la machine virtuelle d'Ethereum. Donc vous allez pouvoir avoir MetaMask et vous allez pouvoir du coup retrouver, notamment pour les développeurs, tout l'écosystème habituel de développement sur Ethereum. Et donc ça, je le dis d'ailleurs, petit clin d'œil pour les élèves de l'école Alira qui nous regardent, quand on dit que apprendre Ethereum c'est pas vain, s'il fallait une démonstration de plus, là voilà, on va se retrouver là sur un nouveau projet qui est en train de devenir l'internet des blockchains quelque part, ou la blockchain des blockchains. On va se retrouver avec l'EVM, donc tout ce qu'on apprend au sein d'Alira, qui va être finalement l'un des éléments phares de cet écosystème Polkadot. Donc on l'a dit, l'équivalent de Moonbeam sur Kusama, c'est Moonriver avec le token qui s'appelle River. Et là encore, c'est un peu le même système que d'habitude. Les tokens GLMR et Glimmer et River vont permettre le paiement des frais de transaction sur chaque parachain. Troisième projet que je voulais vous présenter rapidement, le projet Astar. Donc là, l'idée, c'est là encore de faciliter la migration des projets. À la différence de Moonbeam qui va être spécialisé sur le VM, Astar propose aussi une implémentation de WebAssembly, notamment pour pouvoir coder des smart contracts dans plein de langages de programmation différents. Voilà, donc Astar, l'équivalent de Astar sur Kusama, c'est Shiden, j'avoue que je sais pas exactement comment le prononcer, avec le token SDN, et là encore, c'est les tokens qui vont servir dans la gouvernance du protocole et dans le paiement des frais de transaction. En termes de points forts, sur Polkadot, très clairement, on est sur une force de développement qui est très importante et qui est considérable. Polkadot a aujourd'hui beaucoup de projets qui vont être basés nativement sur ce réseau ou qui vont s'intégrer dans le réseau à l'avenir. À l'heure actuelle, on a déjà une centaine de projets homologués qui vont chercher à s'intégrer sur Polkadot, ce qui représente un environnement beaucoup plus riche en projets que les autres qu'on va vous présenter, à savoir Cosmos ou Avalanche. On est sur un projet qui est sécurisé par la relay chain, donc la sécurité du réseau est assurée par le cœur du réseau, cette fameuse relay chain. Et du coup, ça permet aux parachains de ne pas avoir à gérer la problématique de la puissance de calcul ou le niveau de valorisation pour les blockchains à preuve d'enjeu du réseau. Sur Polkadot, on est sur un environnement qui est vraiment friendly pour les développeurs, qui est fait pour faciliter le développement, et l'arrivée de l'EVM et le développement de smart contracts en WebAssembly, Substrate pour développer sa propre blockchain. Enfin, tout ça est mis en place pour que Polkadot puisse accueillir un maximum de développeurs pour assurer l'adoption de Polkadot sur le long terme. Donc ça, c'est vraiment des points qui sont forts et qui sont structurants à notre avis pour l'avenir de Polkadot et qui font que Polkadot a des bonnes chances d'être un projet majeur de l'écosystème dans les prochaines années. Au niveau de ces points faibles, il y a beaucoup d'attentes, comme souvent sur les projets blockchain quand ils sont annoncés, il y a beaucoup d'attentes et aujourd'hui, il y a peu de projets opérationnels, mais en même temps, on est sur une phase de lancement qui était annoncée comme telle, donc c'est normal. Depuis le lancement, donc le 26 mai 2020, on n'a que la relay chain qui est opérationnelle et du coup, ça veut dire qu'on peut faire des transactions sur le réseau, mais que finalement, il n'y a pas de projets vraiment qui sont déployés sur ce dernier. Donc l'arrivée des parachains, elle est prévue, on l'a dit très prochainement le 11 novembre. Et du coup, il va s'agir de voir si le réseau est capable de délivrer ses promesses ou pas. Autre point faible qu'on pourrait donner, c'est qu'aujourd'hui Polkadot se concentre beaucoup sur la technique, les applications et le code en général, mais du coup l'expérience pour l'utilisateur moyen, pour monsieur ou madame Michu, c'est encore un peu compliqué, mais là encore dans l'écosystème blockchain, c'est encore souvent le cas. Ça demande encore souvent des petites compétences techniques, ne serait-ce que pour faire une transaction sur le réseau, c'est pas accessible facilement à votre grand-mère, sauf si votre grand-mère est très au fait de la technologie, ce qui est possible.
Voilà, ça c'est la présentation de Polkadot, qui était du coup celle que je voulais vraiment vous présenter en premier. Dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez qu'on vous fasse un petit tuto en screencast. On vous montre notre écran, on vous montre comment on investit nos propres dots là dans les semaines qui arrivent. Dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on fasse ça, si ça vous intéresse, on le fera peut-être. Du coup, n'hésitez pas à nous dire un peu ce que vous souhaitez qu'on fasse pour la prochaine vidéo et qu'on vous montre un peu moins philosophiquement et un peu plus concrètement comment ça se passe d'interagir avec Polkadot. Ok, je voulais du coup aussi vous comparer Polkadot finalement à deux projets qui ont un objectif un peu similaire pour comprendre un peu les différents acteurs qui sont présents dans l'écosystème aujourd'hui. Ces deux acteurs, c'est quoi? Ou plutôt c'est qui? C'est Cosmos d'une part et Avalanche de l'autre. On va commencer par Cosmos. Sur Cosmos, vous avez l'ensemble de l'écosystème qui est sécurisé par Tendermint, qui représente le moteur de l'écosystème Cosmos et qui sécurise le réseau. Donc le modèle de consensus Tendermint, il est basé là encore sur une preuve d'enjeu, de la même manière que Tezos, que Cardano, que Elrond, que Ethereum pour la transition 2.0. Pour construire une blockchain sur Tendermint, on va utiliser du coup le Cosmos SDK, qui est le kit de développement qui permet à n'importe quel développeur de construire sa propre blockchain. Et au lieu de construire une blockchain qui est sécurisée à partir de rien, le kit de développement qui est proposé par Cosmos va fournir déjà tous les outils nécessaires. En parallèle, vous avez toutes les blockchains qui sont construites via le Cosmos SDK qui vont être compatibles avec celles qui sont déjà construites en utilisant Tendermint. Là, au niveau des projets de référence, qu'est-ce qu'on a? On a Terra avec le jeton Luna. Donc Terra, c'est une plateforme blockchain qui est spécialisée sur l'émission de stablecoin. Donc vous savez, c'est ces cryptoactifs qui sont indexés sur des actifs réels. La plupart du temps, c'est des monnaies fiduciaires comme le dollar, et qui du coup sont eux-mêmes composés, lui-même composé d'un écosystème qui va permettre aussi de la finance décentralisée. Le token Luna, qui représente ce projet, aujourd'hui, il est souvent dans le top 10, top 20 de la capitalisation des différents projets blockchain. Dans les projets qui sont importants aussi sur ce réseau, vous avez Thorchain avec le jeton Rune, qui est une plateforme d'échange décentralisée cross-chain. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est d'échanger des tokens entre plusieurs blockchains. Vous savez que dans la finance décentralisée en général, il est nécessaire de convertir une crypto-monnaie avec un équivalent qui est compatible sur le réseau souhaité pour faciliter l'échange. Par exemple, si vous voulez manipuler quelque chose qui représente la valeur d'un Bitcoin sur le réseau Ethereum, vous allez devoir utiliser du wrap Bitcoin, WBTC, qui en fait, c'est quoi? C'est la représentation de la valeur d'un Bitcoin sur le réseau Ethereum. Donc, c'est le standard ERC20 qui est utilisé. Et en fait, ce qui se passe très concrètement, c'est que vous avez un acteur qui vous verrouille du Bitcoin d'un côté sur le réseau Bitcoin et qui du coup vous fournit de l'ERC20 sur le réseau en face, le réseau Ethereum. Sur Thorchain, vous avez du coup la possibilité d'effectuer des échanges avec des tokens qui sont natifs, c'est-à-dire sans nécessité de faire des conversions préalables. Vous avez également dans les projets qui sont intéressants et déployés là-dessus, Secret Network. Alors ça, c'est une blockchain qui va permettre le développement de smart contracts et avec une confidentialité par défaut qui est forte pour ces smart contracts. Des développeurs vont pouvoir construire des applications décentralisées qui protègent les données et la vie privée de leurs utilisateurs. Ce réseau-là propose déjà des applications, notamment SecretSwap, qui est une plateforme d'échange de tokens dont l'historique de transactions est confidentiel. Au niveau des points forts de cet écosystème, on a un écosystème qui est déjà opérationnel, ce qui fait du coup une différence avec Polkadot, qui lui suscite pas mal d'attentes, mais qui n'est pas encore tout à fait opérationnel. Cosmos dispose déjà d'un écosystème qui est en activité, et l'ensemble des projets qui sont construits sur ce réseau sont interopérables, ce qui confère à Cosmos quelque part une longueur d'avance sur le plan pratique par rapport à ses concurrents. La capitalisation des use cases qui sont déjà publiés sur Cosmos surpasse assez largement celle de Cosmos, donc ce qui est aussi assez surprenant. Et à l'heure actuelle, la crypto-monnaie de Cosmos, qui est du coup Atom, est capitalisée aux alentours de 10 milliards de dollars. Mais la capitalisation cumulée des projets qui sont sur Cosmos et de Cosmos lui-même, du coup, est vraiment beaucoup plus importante que celle de juste Cosmos. Par exemple, l'écosystème Terra, à lui tout seul, c'est 15 milliards de dollars. Donc du coup, la totalité des projets qui sont sur Cosmos, on est à au moins 25 milliards de dollars à la mi-octobre 2021. Les valorisations varient beaucoup dans le temps, donc cette vidéo, les montants changeront dans les prochaines semaines. Au niveau des points faibles, on a une adoption qui est moins importante, malgré le fait que l'écosystème soit en production. Et finalement, l'adoption du côté des développeurs est assez limitée. Ça, c'est un vrai frein pour la pérennité de Cosmos sur le long terme, parce que à long terme, en fait, c'est vraiment la communauté de développeurs qui va faire qu'un projet prend ou pas. Et du coup, s'il n'y a pas de communauté, il n'y a pas vraiment d'applications qui sont suffisantes et qui sont assez intéressantes pour permettre aux utilisateurs de rester sur le réseau. Finalement, même s'il est possible de construire votre propre blockchain en utilisant le Cosmos SDK,
Cette dernière, en général, elle va disposer d'un nombre de validateurs qui est très limité, qui va tourner autour d'une centaine, par exemple. Dans le cas de Terra, du projet Terra, on a uniquement 130 nœuds sur le réseau aujourd'hui, ce qui du coup est très inférieur à des réseaux existants comme par exemple Avalanche ou Solana, qui sont plutôt aux alentours de 1000 validateurs. Et je parle même pas de Bitcoin qui tourne autour de 10 000 nœuds. Donc on reste sur une forme de fragilité qui est due à ce faible nombre de validateurs. Troisième projet auquel on peut comparer Polkadot, c'est le projet Avalanche. Et Avalanche, c'est une blockchain dont la spécialité, c'est de développer des smart contracts et de pouvoir produire facilement son propre réseau blockchain avec des règles de fonctionnement personnalisées. C'est une blockchain qui a pour objectif de devenir la plus performante du marché. Et de remédier à certaines limites auxquelles les anciennes blockchains font face. Donc ça, c'est toujours, vous savez, les annonces d'un côté et ensuite on voit ce qui se passe dans la vraie vie. Comment est-ce que Avalanche assure l'interopérabilité des différentes blockchains? Les équipes d'Avalanche souhaitent aller vers la direction d'un avenir dans lequel il y a plusieurs blockchains qui cohabitent, et c'est effectivement assez clairement la direction qu'on est en train de prendre dans l'écosystème. Et du coup, au lieu de proposer une seule chaîne qui traîne toutes les transactions, le réseau est composé de 3 chaînes différentes qui sont chacune optimisées pour des cas d'utilisation précis. Vous avez d'abord la X-Chain qui va s'occuper de créer et d'échanger des actifs numériques. Vous avez la P-Chain qui coordonne les validateurs et qui permet d'ajouter des sous-réseaux, et finalement la C-Chain qui autorise la création de smart contracts qui peut être compatible avec Ethereum. Au-delà de la proposition de performance d'Avalanche, la seconde proposition de ce projet, c'est de constituer du coup un réseau de blockchain interopérable grâce à des sous-réseaux. Les développeurs vont choisir du coup les règles qui régissent le sous-réseau qui est mis en place, et ils peuvent choisir la machine virtuelle qui leur convient, ce qui va notamment permettre d'intégrer la fameuse EVM, Ethereum Virtual Machine. Pour vous donner quelques projets de référence qui utilisent ce réseau, donc AAV qui est, vous savez, la référence dans la question des prêts et des emprunts de crypto-monnaies de manière décentralisée. Et du coup, ils ont choisi Avalanche comme étant la 3e blockchain sur laquelle on peut utiliser le protocole, notamment en raison des capacités techniques et de sa compatibilité avec le réseau Ethereum. Vous avez également le projet TraderJoe qui se présente comme un protocole de finance décentralisée tout en un. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser tous les services de la DeFi qui sont disponibles actuellement sur ce protocole, l'échange de tokens, les prêts, les emprunts, le staking, le tout de manière décentralisée. Autre projet qui est également présent sur ce protocole, Pangolin. Donc Pangolin, c'est l'équivalent un peu d'Uniswap mais pour Avalanche. Donc c'est une plateforme qui va vous permettre d'échanger de manière décentralisée, de vendre vos tokens, d'apporter des liquidités sur des paires d'échanges que vous souhaitez, sur lesquelles vous souhaitez apporter des liquidités. Et vous allez pouvoir en échange recevoir une partie des frais d'échange qui sont perçus par la plateforme. Au niveau des points forts de Avalanche, vous avez des performances qui sont effectivement supérieures aux autres projets. Avalanche va se démarquer de Polkadot et de Cosmos en premier lieu par les performances de sa blockchain, qui en théorie, mais là encore on se méfie toujours des chiffres théoriques qui sont annoncés, mais en théorie on est à 4500 transactions par seconde et des transactions qui sont résolues assez rapidement puisqu'elles sont résolues toutes les 3 secondes. Le tout pour des frais de transaction qui seraient faibles. Et là encore, c'est des choses à prendre de manière prudente puisque c'est susceptible d'évoluer dans le temps. Le paramétrage des sous-réseaux sur Avalanche est très flexible, notamment en termes de confidentialité qui sont offertes, de régulation du réseau, etc. Les développeurs peuvent choisir de paramétrer les règles de chaque sous-réseau comme ils le souhaitent, et du coup, c'est des règles qui peuvent être assez flexibles. Il est notamment possible de créer des sous-réseaux qui sont confidentiels ou d'adapter des sous-réseaux à la législation de certains pays ou à la réglementation de certaines entreprises pour permettre à ces dernières d'adapter le projet plus facilement. Au niveau des points faibles, aujourd'hui sur Avalanche, on est compatible uniquement avec l'EVM, donc Ethereum Virtual Machine. En théorie, on peut choisir la machine virtuelle qu'on souhaite pour la faire tourner sur votre propre sous-réseau. Seulement actuellement, la seule qui est compatible, c'est celle d'Ethereum, alors que sur l'écosystème de Polkadot, on propose des environnements qui vont regrouper soit du WebAssembly, soit des choses qui sont liées à l'EVM. En guise de conclusion, du coup, ce qu'il faut bien voir et comprendre, c'est que l'interopérabilité des blockchains, c'était encore un concept abstrait il y a quelques années, et aujourd'hui, on commence vraiment à avoir des cas d'usage qui sont tangibles et une véritable communauté qui est enthousiaste à l'idée d'un avenir qui soit vraiment multi-chain. Comme on a pu le voir tout au long du sujet, Polkadot, c'est vraiment un projet qui est très attendu dans le secteur, même si Cosmos et Avalanche ont également l'intention de défendre leur part du lion et d'essayer de jouer sur leurs points forts respectifs. Donc ça va être vraiment intéressant de voir l'évolution de ces 3 projets, aussi bien sur les plans marketing que les plans techniques, que les plans financiers, pour voir lequel de ces 3-là finit par réussir ou pas. Et vraisemblablement, c'est quelque chose qui va nous prendre quelques années.
Dites-nous dans les commentaires si vous souhaitez du coup pour le lancement des crowdloans de Polkadot qu'on vous montre un petit peu comment ça fonctionne, comment ça se passe et comment on peut très concrètement y participer si vous le souhaitez. Et du coup éventuellement on vous fera une vidéo là-dessus dans les prochains jours ou les prochaines semaines. À très bientôt!